Oui, c'est Michel Drucker. J'ai laissé un message à monsieur Jean-Jacques Français. Je sais qu'il avait cherché à me joindre. J'ai eu le fax un peu tard pour une interview. Je leur donne le téléphone où il peut me joindre en me donnant ses coordonnées si je suis pas là. Le 04. Merci. Je prends des notes, j'appelle les gens, je vois les gens, donc je suis tous les 3 ou 4 jours, je suis parti quelque part, soit en Corse, soit dans le Midi, voir des gens avec qui je vais avoir à travailler et qui habitent pas loin. Vous avez avec Adrien Rimbaud notamment. Alors ça c'est autre chose, ça c'était une parenthèse. Je suis allé présenter donc la tombola du bal de la Croix-Rouge Monégasque, c'était pour une bonne œuvre, j'avais promis d'y aller. Donc j'y suis allé l'espace d'une soirée, ce qui m'a permis de joindre l'utile à l'agréable, de préparer déjà une émission avec Adriana Carambeu. Ça m'a permis également de voir Rod Stewart, que je n'ai pas vu sur scène depuis longtemps. Ça m'a permis d'essayer d'obtenir ce que je rêve de faire, une interview du Prince Régnier un jour, une très longue interview qui n'existe pas. Donc j'ai pris des contacts. Donc tout ça c'était à la fois professionnel. Et puis j'ai préparé des émissions avec Jean Reno, avec Charles Aznavour, avec Michel Sardou, avec Jacques Dutronc, des gens qui sont soit en Corse, soit dans le Midi. Moi, je suis vraiment jamais vraiment en vacances dans ma tête. Et moi, j'ai pas besoin de beaucoup de temps pour récupérer. Un week-end me suffit. 3 jours de vacances dans ma maison en Provence, loin de Paris, et ça repart. Vous dormez peu? Non, je dors beaucoup, mais dès que je suis en Provence là-bas, dans ma tête, c'est plus la même chose. Je travaille, mais je travaille avec un ciel bleu, avec un paysage très apaisant. Je travaille dans le train, dans le TGV. Je pars souvent le jeudi soir et je rentre le dimanche soir. Donc je passe pratiquement 5 mois de l'année en Provence, tout en faisant une émission hebdomadaire. Pas mal. Donc voilà, j'y passe 3 mois l'été en faisant des allers-retours tout le temps. Pratiquement tous les 3-4 jours je reviens. Mais le TGV met 2h30. Je pars à 21h le soir, c'est tout, je suis à une demi-heure du train, je suis à minuit à Paris, dimanche soir, je travaille lundi, mardi, mercredi, jeudi, 15 à 16 heures par jour, et puis le jeudi soir, je repars en Provence, très souvent, tous les mois et demi, j'y suis 2 longs week-ends, et puis 3 mois l'été, donc à la fin d'année, ça fait beaucoup. Je travaille dans le train, je suis au téléphone, je travaille très vite, j'ai une équipe extrêmement pointue, pas énorme, une dizaine de personnes, mais très très compétents. C'est différent du passé, par exemple il y a 30 ans c'était différent? J'ai toujours eu une minuscule équipe et il y a 30 ans je n'étais pas indépendant, j'étais un employé de l'ORTF, donc je suis indépendant depuis maintenant une vingtaine d'années. Et puis comme je suis maintenant un ancien de ce métier, je connais ça par cœur, l'émission que je fais est une émission qui est sur les rails maintenant, que les gens connaissent bien, qui commence sa 4e saison. Alors justement, dans la presse, on a pu voir quelques entrefilés. Vous allez notamment avoir une chroniqueuse qui, une femme est annoncée. Oui, qui est Nathalie Corret, qui est une transfuge donc, de l'émission Il y a un début à tout, et puis que j'entends beaucoup sur Europe 1. Je cherchais une fille, c'est elle qui m'a appelé, parce qu'il y a longtemps que je cherche quelqu'un, je n'arrivais pas à trouver. Julie Schneider voulait travailler avec moi, mais elle habite au Canada 1 fois par mois, c'était compliqué, alors que je voulais quelqu'un de régulier. Finalement, j'ai rencontré, on va tenter une aventure avec elle, ce qui n'est pas facile de trouver une fille dans notre émission le soir, parce qu'être coincé entre Bénichou et Gueluc, c'est quand même pas facile. Et Bruno Mazur, lui, vient l'après-midi, donc il reste attaché à l'équipe, mais il apparaîtra dans Vivement Dimanche l'après-midi. Donc, c'est une nouvelle aventure. Il y a Laurent Gérard qui revient avec moi 1 fois par mois, et à partir de 9 ans, un peu plus souvent, parce qu'il est à l'Olympia pendant 2 mois. Il y a François Morel, transfuge des chiens, qui va venir aussi faire une chronique de temps en temps. Il y a même peut-être des gens qui viendront, des gens très différents, comme Pascal Sevran qui viendra 1 fois de temps en temps parler de bouquins, de livres, parce que c'est un grand écrivain. Donc tout ça, ça bouge beaucoup. Et puis, on reprend surtout les politiques qu'on avait arrêtées. Le premier... Vous avez encore de la réserve en la matière? La saison est complète. C'est complet jusqu'en juin déjà, pour 1 an. Avec des visages nouveaux que les Français ne connaissent pas bien. On commence par Alain Juppé, ensuite on prend Bernard Kouchner, ensuite on va prendre M. Ayagon, on prend Mme Alliot-Marie, Roselyne Bachelot, Dominique de Villepin, Dominique Strauss-Kahn, autant de gens qui ne sont pas encore venus. Luc Ferry, donc à raison d'1 par mois, la saison est faite. Alors le 12 septembre prochain, vous avez fêté vos 60 ans, vous vous sentez comment? C'est quoi cette date pour vous? C'est un chiffre? Je me rends plus compte de ce qui m'arrive parce que c'est pas que j'ai 60 ans qui me surprennent. Ça, je m'y attendais les avoir un jour. Ce qui me surprend, c'est d'être encore à la télévision.
38 ans après les débuts, parce que j'ai attaqué la 39e saison, j'étais là en 64. C'est-à-dire que dans même pas 2 ans, je suis à la télévision depuis 40 ans. Ça devient rigolo, quoi. Et comment vous expliquez justement, contrairement à beaucoup de vos confrères, vous n'avez pas eu de traversée du désert, vous avez enchaîné Rendez-vous dimanche, Star, Champs-Élysées, vous vouliez partir, vous êtes revenu parce que les chars ne marchaient pas, vous avez enchaîné Star en 90, Pavillon Gabriel, etc. Comment... Pas d'explication? C'est très difficile. J'ai pas bougé. La seule explication que je peux vous donner, c'est que j'ai une bonne santé, que je fais beaucoup de sport, que je bois 2 litres d'eau par jour, que je nage tous les jours. Je suis probablement, à mon avis, un des rares de ce métier à faire 1 heure de sport par jour. C'est beaucoup, vous savez, dans le sport, on n'est pas beaucoup à le faire. Donc je nage 45 minutes tous les jours. Par goût ou par envie? Non, été comme hiver, non, parce que je suis un anxieux. Contrairement à l'image que je dégage, je suis quelqu'un de très anxieux, qui se pose beaucoup de questions, qui doute de tout, qui a toujours l'impression que ça va s'arrêter, qui connaît rien à ce métier. Moi, je suis quelqu'un de très simple et très compliqué. Comme je suis pas sûr de moi, je ne sais pas comment font les gens pour être sûrs d'eux. 40 ans après, vous n'êtes pas sûr de vous? Non, mais cela dit, quand je rencontre beaucoup de copains du métier qui sont là depuis 40 ans, ils ont le même doute. Hein. Le même doute, la même inquiétude, le même stress. Donc moi, ma façon de guérir mon stress, il y en a qui prennent de l'Exomil ou du Temesta pour dormir, ou du Tranxène, ou du Prozac. Moi, je me shoot au sport et à la famille. C'est-à-dire que j'ai traversé ce métier, mais je suis avec la même femme depuis plus de 30 ans. Justement, ça aussi, depuis le 28 juillet 73, vous êtes marié, comment vous expliquez? Ça fera 30 ans, là. Ça fait 30 ans que je connais ma femme, et dans les prochaines, ça fera 30 ans. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez bien écrit dans Novembre des Amours, par exemple, les travers de 2 personnes qui sont connues. Oui, mais c'est aussi pour ça, peut-être pour ça que ma femme a eu la sagesse qui me surprenait à l'époque d'arrêter ce métier. Elle pensait qu'il n'y avait pas la place pour les 2 sur l'affiche, en tout cas que c'était très difficile de former un couple uni sur la durée quand les 2 sont sur l'affiche. Je crois qu'elle a raison. Surtout que les femmes et les hommes ne sont pas égaux devant l'âge, mais ils le sont encore moins dans ce métier. Être une comédienne, c'est difficile. Être une chanteuse, c'est difficile. Être marié à un comédien, c'est encore plus difficile. Avec un homme de télévision, vous savez, pour vivre avec moi, il faut quand même une dose d'équilibre, parce que ça tourne vite, hein. Ça tourne très très vite. Moi, je fais 100 heures de télévision par an. Plus dans les années 80, vous aviez la radio en plus? Oui, j'ai fait 12 ans de radio, hein, et RTL, Europe 1, plus, j'ai fait tellement de choses dans ma vie que... Vous n'êtes pas blasé à des moments? Jamais blasé? Non, parce que Vivement Dimanche, c'est une aventure totalement surprenante. Moi, Sud de Gabriel, déjà, tout le monde me demandait ce que j'allais faire en Access Prime Time, après tout, c'est après 20 ans de 20h30. C'était une aventure incroyable, où j'ai contribué à faire mieux connaître des gens comme Laurent Gérard, comme la petite Laurence Ferrari qui était là au début, ce que tout le monde a oublié, comme Benjamin Castaldi, comme Gaël Le Forestier, Sylvain Augier, Sylvain Mirouf, tous ces gens ont débuté ici pendant 3 ans, donc j'étais très content. Ensuite, quand j'ai décidé d'accepter le dimanche, que j'avais déjà fait dans une autre formule, dans les rendez-vous du dimanche, il y a 25 ans, tout le monde se disait, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il va faire derrière Jacques Martin, après 22 ans d'école des fans? On s'est retrouvé 22 ans après l'école des fans, d'avoir Édouard Balladur ou Madame Chirac le dimanche après-midi. Donc c'était quand même une folie totale. Je le sentais comme ça, je fonctionne un peu à l'intuition, je réfléchis beaucoup. Donc voilà, je me suis beaucoup remis en cause, et j'ai pas du tout de lassitude, parce qu'il n'y a pas... D'abord, Vivement Dimanche, c'était une aventure incroyable, qui ne ressemble en aucun cas, ça n'a rien à voir avec Champs-Élysées, avec Faites la Fête, avec Studio Gabriel. Parce qu'il y a des politiques essentiellement? Non, parce que c'est une émission nouvelle à chaque fois. C'est le contraire d'une émission qui est la même à chaque fois, puisque chaque émission est marquée par un nouvel invité. C'est un invité qui renouvelle chaque dimanche. Là, on va faire à la rentrée Lynn Renaud avec Jean-Claude Brialy pour la première. Le dimanche d'après, il y a Fanny Ardant, qui est un univers tout à voir. Ensuite, on a Carole Bouquet. Ensuite, avec Sardou, on va parler que de théâtre avec lui, en rendant hommage à François Perrier, son ex-beau-père, et puis ses parents. Ensuite, Michel Blanc, encore un autre univers. Ensuite, Alain Juppé. Après Alain Juppé, il va y avoir Tim Seat. Après Tim Seat, il y a comment il s'appelle, Jean Reno. Après Jean Reno, il y a Bernard Kouchner. Vous imaginez le renouvellement. C'est-à-dire que pour moi, c'est une aventure chaque semaine différente. Et c'est pour ça que cette émission, elle peut durer très longtemps, d'autant qu'il y a des gens qui ont oublié déjà qu'on a reçu. Il y a des gens qui me demandent pourquoi vous n'avez pas reçu Roger Hanin. On l'a reçu. Pourquoi vous ne recevez pas Laurent Fabius? On l'a reçu. Pourquoi vous ne recevez pas Nicolas Sarkozy? C'est fait. Pourquoi vous n'invitez pas Michel Galabru ou Corinne Touzé? On a reçu tous ces gens-là. Ce qui fait qu'il y a un tel renouvellement
que les gens qui ont fait l'émission il y a 4 ans veulent revenir maintenant, d'autant que lorsqu'ils étaient venus, on avait coupé 40% du temps, tellement il n'y avait pas de place pour inviter tous ceux qu'ils voulaient avoir sur le plateau. Donc moi je ne me lasse pas du tout. En revanche, comme je me suis plus lassé des variétés, au sens divertissement un peu léger du terme, après 3 ans de tapis rouge, j'ai arrêté parce que ça faisait beaucoup. 3 ans de tapis rouge plus Vivement Dimanche, j'étais vraiment en overdose. Donc là maintenant je fais que quelques 20h30 dans l'année avec des producteurs différents. Là je vais faire une nostalgie pour les 40 ans de carrière de Sheila parce que je l'ai connue à ses débuts, elle était dans une de mes premières invitées. Donc je vais faire ça. Vous avez une amitié forte avec Sheila? Oui, et puis les gens l'aiment bien, elle fait partie de la France profonde. Ensuite je vais faire une truc qui n'a rien à voir, je vais faire le premier anniversaire de la mort de Beko. Je vais faire ça avec comme grand témoin Charles Aznavour. Ensuite je vais faire le réveillon avec Jean-Luc Delarue. On avait déjà fait ça il y a 2 ans, on va faire ça en direct. Ensuite je vais faire une émission qui n'a rien à voir sur Reggiani chantée par la jeune génération. Ensuite, je prépare une émission sur le porte-avions Charles de Gaulle, parce que j'adore ça. Et je vais faire une émission dans 1 an, qui est déjà bien en route, sur le 50e anniversaire de la Patrouille de France. Donc, vous voyez, j'ai déjà... C'est une année, je suis déjà en 2004-2005. Donc tout à l'heure, vous disiez que vous étiez un anxieux, mais en même temps, vous avez une certaine stabilité par votre mode de vie, etc. Vous l'attribuez à quoi? L'éducation que vous avez reçue? Vous évoquiez votre père souvent? Oui, non, mais j'ai toujours voulu réussir ma vie, réussir dans la vie, réussir ma carrière, réussir ma vie de famille. Donc moi, j'aime plutôt les choses que je dis toujours. Moi, je suis plutôt un marathonien qu'un sprinter. Moi, je suis quelqu'un, comme disait Lelouch, je suis un tardif qui a commencé tôt. C'était très progressif. Moi, je suis stupéfait de voir ce qu'on demande à la jeune génération. J'ai beaucoup de respect, d'admiration pour Delarue, pour Arthur, pour Castaldi, pour tous ces gens-là. Ce qu'on leur demande, c'est incroyable. Ce qu'on a demandé à la génération des gars qui ont eu 30 ans dans les années 90, c'est incroyable. Nous, ça a été beaucoup plus lent que ça, ça a été progressif. J'ai commencé par présenter des sports, ensuite j'ai commenté des Coupes du Monde de foot, ensuite je suis passé aux variétés. J'étais présentateur des émissions, ensuite j'ai appris à produire des émissions, ensuite je suis devenu indépendant. C'était très long, très long. C'est peut-être pour ça aussi que je suis encore là, c'est que moi, je m'étais investi pour une course de fond et pas pour du court terme. Moi, je suis plutôt un marathonien. Si j'avais été coureur cycliste, j'étais fait pour les courses par étapes, pas pour les courses d'un jour. J'aurais pas couru les classiques, j'aurais couru les grands tours. Moi, j'aurais adoré courir le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne, le Tour de France, les longues courses par étapes. Les Paris-Nice, moi, je suis bon dans l'effort répété. Et je suis un diesel, moi je trace mon sillon, j'aime bien les carrières qui durent, j'aime bien les amitiés qui durent, j'aime bien les familles qui durent, les santé qui durent, les amours qui durent. Moi Dans un métier où tout ça ne dure pas. Voilà, exactement. Donc moi je me suis programmé pour essayer de durer. Donc c'est beaucoup de gamberges, c'est beaucoup de contraintes, c'est beaucoup de sacrifices. Vous savez, il y a des jours où j'ai pas envie l'hiver, le matin, d'aller nager, au mois de janvier. Il y a des jours où l'hiver, j'ai pas envie de sortir le vélo parce qu'il fait mauvais, il y a du vent, il pleut, j'y vais quand même. C'est-à-dire, je fais beaucoup de sport, ensuite je suis frère de médecin, donc j'ai plutôt un rapport assez passionnel avec la santé. Et puis, j'ai une petite organisation qui a été faite pour que je tienne le coup physiquement. C'est-à-dire, là, vous savez où je suis, c'est ma structure à moi, j'ai mon studio depuis 20 ans, j'habite à 5 minutes, je peux y aller à pied avec mon chien, je traverse le Grand Palais. Quand j'étais à Europe, je traversais aussi le pont. Quand j'étais à RTL, la même chose. Les salles de projection sont tout près. J'ai réduit tous les espaces de ma vie pour que ma vie personnelle et ma vie professionnelle ne soient pas trop éloignées géographiquement parlant, pour pas à perdre mon énergie dans les embouteillages et dans le stress. C'est une organisation, en fait, question d'organisation totale. C'est une organisation de sportifs de haut niveau, sauf que mes performances à moi ne sont pas des performances de Virenque ou d'Armstrong, mais ce sont des performances de quelqu'un qui a décidé de se faire un programme chaque année pour à chaque fois progresser. Moi j'ai l'impression que je passe toujours un examen chaque année on passe dans une classe supérieure. Moi j'ai appris la télévision, j'avais 20 ans, j'étais le gamin de la télévision, donc j'ai appris ça très lentement. Et comme je suis un autodidacte, j'ai pas fait d'études, mais mes universités à moi, elles se sont faites devant le public, quoi. Chaque année, je suis passé une classe supérieure, je suis passé du BEPC qui était les rendez-vous du dimanche au bac qui était Champs-Élysées, ensuite je suis passé à la licence, ensuite je suis passé au doctorat, à l'agrégation. Et là vous envisagez quoi dans le... Il me reste encore des choses à faire. Là je suis pas au bout du voyage, de l'aventure, et puis après je vais voir, parce que quelque chose me dit par intuition
que dans 2 ans, la télévision aura liquidé plusieurs modes. La télévision, dans un an, aura liquidé les reality shows, les téléréalités, ce sera fini. Elle aura liquidé aussi toutes les émissions satellites, à mon avis, à la mode, qui sont les inconnus, qui deviennent célèbres. Andy Warhol, chacun a droit à son quart d'heure de gloire, ils l'auront eu, mais c'est pas avec ça qu'on fait des carrières. Et moi je pense qu'on va redevenir, parce que c'est le balancier redescend toujours, dans les 2 ou 3 ans qui viennent, on va revenir à une télévision qui était celle qu'on a vécue il y a 30 ans. Télévision plus conviviale, en direct, avec du fond, avec des vrais échanges, avec des vrais chanteurs, avec des vrais textes. Et j'ai l'impression que ça sera à ce moment-là qu'il faudra revenir à des grands rendez-vous d'émissions de divertissement comme il y en avait il y a 15-20 ans qui ont disparu. On reviendra au Grand Échiquier, on reviendra à Champs-Élysées, on reviendra à ces émissions-là, j'en suis convaincu. J'espère être encore là pour le faire. Vous êtes toujours au top de l'affiche, vous le disiez, il n'y a absolument aucun intervalle entre les différentes émissions. Quels sont les rapports que vous avez lorsque depuis 40 ans on est au top de l'affiche avec tous les gens du métier? Vous êtes courtisé beaucoup? Est-ce que c'est pas difficile? Je suis un cas particulier. Quand on me reproche, à juste titre, je ne parle pas du public, je parle de quelques confrères qui regrettent que je ne sois pas plus mordant, plus agressif, surtout que la mode est plutôt à ça. La mode est plutôt à Ardisson, la mode elle est plutôt à Fogiel, elle est plutôt à ça. Et moi, c'est pas mon truc parce que d'abord, c'est pas ma nature. Eux, ils le font très bien, avec une dextérité incroyable. Moi, ils font des choses que jamais j'osais faire. Et, le culot, l'insolence au sens positif du terme, l'impertinence, c'est le mot juste, de Fogiel en direct, pour un gamin de cette génération, je la trouve incroyable. J'aurais jamais osé faire ça. Ne parlons pas d'Ardisson, qui lui se permet des choses incroyables que j'aimerais jamais oser dire parce que ma mère redescendrait sur terre pour me donner le gifle. Donc c'est pas ma nature. Encore que j'aime bien rigoler, et le sens de la dérision et l'autodérision, c'est mon sport favori. Mais j'ai un rapport avec les gens du métier qui est très particulier. Comment voulez-vous, moi, que je puisse faire comme si on ne se connaissait pas, alors qu'on est cul et chemise depuis des années? Vous imaginez, on a débuté ensemble. J'en suis à ma 3e génération d'artistes, il y en a qui sont restés sur la route. C'est vrai qu'il y en a que vous voyez, vous tutoyez, mais attendez, comment voulez-vous? Je connais Belmondo depuis 40 ans. Je connais Delon depuis 40 ans, depuis Marlène à la télévision. Je connais Sardou depuis ses débuts. Certains ont débuté sur mon plateau. J'ai vu débuter Bruel, j'ai vu débuter la petite Céline, évidemment. Je connais Aznavour depuis mes débuts. Je les recevais déjà dans une autre vie, tous ces gens-là. J'étais tellement heureux à 20 ans de pouvoir tendre mon micro à Saint-Aznavour. Johnny, tous ces gens-là, je les connais par cœur. Les sportifs aussi. Maintenant, je commence à bien connaître les hommes politiques. Les hommes politiques que je reçois maintenant, quand moi j'étais à la télévision, Douste Blazy et Sarko étaient au lycée. C'était des gamins. La petite Martine Aubry, elle avait 15 ans. Moi j'étais déjà là. Donc je fais partie un peu du paysage, qui fait que moi j'ai un rapport tellement particulier avec eux. On se connaît trop. On se connaît par cœur. Moi je suis un des rares qui les a en permanence au téléphone. J'ai vu débuter Renaud, donc il ne se passe pas 2 jours. Donc ce sont des copains, vraiment des copains, et certains sont des amis. Mais j'ai un rapport avec eux, je connais tout d'eux, y compris leur vie personnelle. Et certains ont eu des bouleversements nombreux dans leur vie privée. Ce qui fait que, comment voulez-vous, moi, Aimé Jacquet, je commentais les matchs d'Aimé Jacquet à Saint-Étienne. Santini, j'ai connu Santini, il était joueur, modeste déjà, d'ailleurs, d'équipe de Saint-Étienne avec Larquet, avec Platini. J'ai connu Michel Jazzy quand il disputait les Jeux Olympiques en 64. J'ai connu tous ces gens-là par cœur. J'ai connu Roger Lemaire, joueur. Je parlais de Roger comme joueur, vous imaginez. Donc j'ai connu, moi, De Sailly et Deschamps à 17 ans à la Jodelière. Je commentais les matchs, ils venaient me voir, ils venaient tout timides, me regarder, etc. J'ai connu Pelé à ses débuts, ou plus exactement, juste quand il a pris sa retraite, plus exactement. Pareil pour les pilotes, pareil pour les cyclistes. J'ai connu Viran Gamin, j'ai connu Bernard Hinault au sommet, et tous les chanteurs, Laurent Gérard évidemment à ses débuts. J'ai reçu Jamel, il était à Radio Nova, personne ne connaissait Jamel. J'ai connu Coluche à ses débuts. J'ai connu au lycée Pasteur, ils étaient au lycée Pasteur, une bande de gamins qui venaient me voir en disant: si on réussit, est-ce que vous nous prendrez à la radio les dimanches? Ces gamins, ils s'appelaient L'Ermite, Clavier, Balasco,
Michel Blanc, Lavanant, Marianne Chazelle. Et chaque année arrive d'autres. J'ai vu Palman arriver de Bordeaux. Donc, tous ces gens. J'ai vu ici, là, ce bureau où vous êtes là, c'était le bureau que je partageais. Je faisais Champs-Élysées. Et le week-end, et je partageais le bureau avec Philippe Bouvard qui faisait le théâtre de Bouvard. Sur le canapé, là où vous êtes assis, c'était pas le même mobilier. J'ai vu souffrir les inconnus, j'ai vu souffrir Muriel Robin, j'ai vu souffrir Gassio qui était acteur. Je les ai vus avec Mimi Mati, je les ai vus avec Michel Bernier. C'était au théâtre de Bouvard. Vous imaginez Anne Grégorio. J'ai connu, moi, 3 générations de sportifs, de chanteurs, d'auteurs, compositeurs, maintenant d'hommes politiques. Donc j'ai un rapport avec eux. Il n'y a pas un type avec qui j'ai pas un souvenir. Moi, si j'arrive dans une ville de province, je ferme les yeux, je dis attends, on est à Valenciennes, Jean Lefebvre, Valenciennes, c'est Guy Drut, c'est Michel Bernard, on va un petit peu plus haut, alors on va du côté de Lille, alors là je connais tout le monde, on va à Saint-Étienne, je ferme les yeux, Saint-Étienne, alors Muriel Robin, comment il s'appelle Lavillier, Bernard Lavillier, ça, je vais à Lyon. Lyon, alors Jean-Michel Jarre, Lyon, Max Meignier, Lyon, Jean Amadou, Lyon, Laurent Gérard c'est Bourg-en-Bresse. Je vais à Strasbourg, et je peux vous situer tout de suite qui habite Strasbourg. Je vais en Normandie, je sais qui est là. Je vais à Bordeaux, Christian Morin, Bordeaux, Claude Nougaro, Bordeaux, Pascal Obispo, son papa jouait au Girondins de Bordeaux. Si vous m'interrogez, vous appuyez sur un bouton. Bon, à Narbonne, c'est pareil, je sais d'où ils viennent tous, je connais tous les gens de la presse de province. Et donc, pareil, si vous me dites Cherbourg, Jean Marais, Michel Arnaud, ma productrice, si vous me dites Rouen, je ferme les yeux, Rouen, Annie Dupéré, Virginie Lemoine, Valérie Lemercier juste à côté. Donc, j'ai une connaissance des gens de ce métier par cœur. Parce qu'on s'est vu, on a fait, vous imaginez, j'ai reçu Annie Girardot 20 fois, j'ai reçu Sardou 20 fois, je connais tout de lui, je vais en vacances chez eux, il vient en vacances chez moi. Mais c'est possible, lorsqu'on a peu de temps quand même consacré en dehors de son travail, à entretenir de vrais liens d'amitié avec ces gens-là. On ne se voit pas tout le temps, mais on se parle tout le temps, on est au téléphone tout le temps. Lynn Renaud m'a vu débuter, Lynn a fait l'émission, elle connaît tout de moi, je connais tout d'elle. Jean-Claude Briady, la même chose. Voilà, je veux dire que moi, les émissions, les assistants, ils travaillent beaucoup. Et moi, uniquement sur ma connaissance des gens de ce métier, je pourrais raconter 100 anecdotes par chanteur. Mais je veux dire, bon, Antoniante, le metteur en scène, j'ai connu son oncle, Gibraltar, qui était manager de Georges Brassens, j'ai connu Pierre-Tenant Petit, Bertrand Blier, je l'ai connu aussi jeune, Philippe Moiret, je le connais depuis 35 ans, Jean Rochefort, pareil, vous ne pouvez pas savoir, j'allais manger chez Lino Ventura, tenez, regardez, voilà, tenez, ça tombe bien, je vais vous lire ça. Je ne vais pas vous le montrer parce que vous regardez. Tenez, je vais vous lire ça. Et ça va vous donner une idée de la chance que j'ai eue dans mon métier de rencontrer des gens incroyables. Regardez cette lettre, je l'ai là exprès. Bagneux, 21 janvier 69. 69, c'est-à-dire 69, 89. 34, 35, 34. 69, 79, 103. Monsieur, j'ai regardé hier avec beaucoup d'intérêt votre émission. Si j'ose vous écrire, c'est parce que j'ai entendu que vous invitiez un téléspectateur à venir présenter le numéro qu'il sait faire avec ses oreilles. Pour ma part, je ne sais malheureusement rien faire avec les miennes, si ce n'est écouter. Mais je crois que grâce à mes cordes vocales, je suis en mesure d'imiter Charles de Gaulle, Charles Aznavour, Salvatore Adamo, Dali, Maurice Chevalier, Henri Salvador, Dalida, Darrico, Jean Noin, Richard Anthony. Peut-être allez-vous me prendre pour un petit plaisantin, car je n'ai que 16 ans. Je suis en classe de première G économie au lycée Châtenay-Malabry, je préviens au judo, je vous écris dans l'espoir d'être un jour auditionné par vous, j'aimerais faire du musical mon métier. Ayez la gentillesse de me répondre, si vous pensez que là on vaille la peine, je vous prie voir monsieur, c'est Thierry Leluron. Voilà ce que m'écrivait Thierry à 16 ans. Des choses comme ça, j'en ai plein. Là, regardez. Bon, rien que sur cette photo-là. Jean Jorquet, père de Yuri. J'ai fait 2 Coupes du Monde avec lui. J'ai connu Yuri petit, puisque son père était capitaine d'équipe de France. Zizou, je l'ai connu tout jeune, et quand je suis allé à Clairefontaine, la première fois, pour préparer l'émission avec René Jacquet, il est venu me voir en disant que ça me ferait plaisir que je puisse appeler ses parents, parce qu'il y a des photos de moi à la maison. Quand il était petit, ses parents disaient regarde, il faut réussir comme lui. Je suis très ami avec tes parents de Zizou. Il n'y a pas un artiste avec qui j'ai pas des souvenirs forts. Et bon, là j'en ai que quelques-uns, mais j'ai des milliers de photos chez moi. Ça c'est François Sevère, un des plus grands pilotes. François Sevère avec Julien Clerc. François Sevère, François Sevère, c'était le beau-frère de Jean-Pierre Beltoise. Il était avec Jackie Stewart chez Tyrrell. Il aurait fait le plus grand pilote du monde, était français. Il s'est tué 8 jours après cette émission-là.
Michel Cotta, j'ai connu Michel en 65, à Cognac-G. Vous imaginez? Bon, Pierre Bénichou m'a connu gamin. Regardez sur cette photo là, c'est un match de foot, c'est Pelé. Voilà. On a joué un match de foot en Belgique avec Pelé, dans l'émission qui s'appelle Les Polymusclés intermittents. Et là, si vous regardez un peu plus à gauche, c'est Jean-Paul Belmondo qui est dans le but. Donc là partout où je me tourne, 14 ans, elle avait 14 ans, Céline. Quand vous imaginez qu'elle irait chanter à Vegas, bon, elle avait 14 ans, Céline. Ce qui fait que, tenez, c'est des photos de cet été, ça. Voilà, il est venu en vacances chez moi. Voilà, ça c'est Jean-Paul. C'est Jean-Paul qui est venu avec ma petite fille. Il est venu passer 8 jours chez moi. Donc j'ai des rapports avec tous les gens. C'est pour ça que je ne peux pas, moi. Je ne pourrais jamais les flinguer, je ne pourrais jamais faire ce que fait Fogiel ou Thierry, c'est impossible. De quoi vous êtes le plus fier? De leur fidélité. Que vous attribuez à quoi? Parce qu'on a débuté ensemble, on a eu des doutes ensemble. J'ai vu Michel, moi j'étais là bien avant que Sardou arrive, bien avant que Dassin arrive, bien avant que Lama arrive. Donc j'ai vu des gens trembler, je les ai beaucoup aidés. J'ai eu la chance, moi, d'avoir très vite la responsabilité d'une émission pendant 5 ans, les rendez-vous du dimanche, dans les années 70, c'est pas d'hier. Et puis j'ai eu la chance quand même d'avoir 8 ans, 40 Champs-Élysées par an, 320 émissions. Vous imaginez qu'on a reçu en 320 émissions. Et à chaque fois, j'ai contribué à ce que les salles de cinéma se remplissent, que les livres se vendent, que les gens aillent au théâtre, que les disques se vendent. Et ils l'ont jamais oublié. L'autre jour, il y a Marcel Le Sey qui passe par Paris. Il est venu me faire un habit, il est entre 2 avions. Il me dit, tiens, je te donne ça, parce que je l'ai trouvé la dernière fois, je l'ai connu, il avait 17 ans, Marcel. 17 ans, ce qui fait que moi, quand je les appelle, quand j'appelle Didier Deschamps sur son portable, ou quand j'appelle Dugarry à Bordeaux, ils savent comment je fonctionne. Et c'est vrai également que tous ces gens-là sont des gens avec qui j'ai tellement de souvenirs. Moi, j'ai connu Johnny avec des hauts et des bas, j'ai connu Sardou avec des doutes, j'ai connu des gens qui ont traversé du désert, qui sont revenus. Donc, vous imaginez, moi, j'ai un témoin. Pour vous résumer, moi, je pourrais, si un jour Arthur était malade le soir des enfants de la télévision, et si Tchernia était malade également, je pourrais faire les deux. Je pourrais être le Arthur devant la télévision et changer de ciel ou m'adresser à mon double quand il s'agit d'être la mémoire. Je pourrais faire les deux puisque la plupart des archives qu'on pourrait revoir, beaucoup viendraient d'une époque que j'ai connue. Vous imaginez, rien que ce que j'ai fait moi, il y a 1000 heures d'images. Donc, et là, chaque année, ils ajoutent encore des choses que je ne connaissais pas. C'était totalement inespéré. Surprenant d'avoir des politiques. Jamais je pensais que les politiques me feraient confiance. À une époque, d'ailleurs, vous aviez dit dans les années 80 que non, vous ne souhaitiez pas avoir des politiques dans vos émissions parce que vous auriez peur qu'on vous interprète de couleur politique. Oui, et puis surtout, je ne m'en sentais pas capable à l'époque. Et puis, les gens n'étaient pas prêts à ça. C'était pas dans l'air du temps. Maintenant, maintenant, ils adorent ça. Il y a eu des émissions extrêmement importantes qui ont marqué l'émission et qui m'ont fait progresser beaucoup. Les premières émissions de politique qu'on avait fait Giscard, c'était très important. L'émission de Mme Chirac, c'était un tournant. C'est un tournant de ma carrière, tellement elle était importante. Il y avait Hillary Clinton que je devais voir en Amérique quand même. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été déterminantes. Bernard-Henri Lévy venant dans l'émission, François Giroud, sont des gens qui ne vont pas à la télévision comme ça. Donc c'est très important. Labro. Et puis maintenant, en réalité, j'ai mis des années, moi, avant d'être pris au sérieux. Non pas que je n'étais pas pris au sérieux, mais on me considérait un peu comme le gamin de la télévision. Ce qui fait qu'on ne va pas chez un gamin. Bon. Alors c'est pour ça que je suis content d'avoir pris de l'âge, mais c'est vrai qu'avant, les grandes messes sérieuses, c'était plutôt Bernard Pivot, le grand échiquier de Jacques Chancel. Vous avez souffert de ce côté populaire en fait parce que... Non, pas du tout, mais j'attendais de pouvoir prouver que je pouvais faire ça également. Il y a 15 ans, aucun homme politique, aucun écrivain ne serait venu chez moi, aucun musicien classique. Alors, c'est vrai que la marge du... Vous aviez reçu Simone de Beauvoir dans Champs-Élysées? Oui, mais il y avait très peu de téléspectateurs à l'époque, il y avait 4,5 millions de postes, hein, c'était en 60, enfin un peu plus. Mais j'étais un gamin, personne ne s'en est souvenu, mais c'est vrai que c'était déjà un signe encourageant. Mais il y a plein de gens comme les écrivains qui ne seraient pas venus. Alors, la disparition de la Marche du siècle, l'arrêt de Pivot, l'arrêt du Grand Échiquier, ont créé un vide. Et c'est vrai que ces émissions n'ont pas vraiment été remplacées et que Vivement Dimanche est arrivé à un moment important où la télévision dans son ensemble, à l'exception quand même du service public, allait plutôt vers la trash télévision. Moi, la télé-réalité, les jeux à outrance, toutes ces émissions venues de l'étranger, qui sont des émissions à concept fort émotionnellement, tous ces débats
de société où les gens viennent raconter leur misère, où les gens viennent se dévoiler avec beaucoup d'impudeur, et ils sont très touchants également, tout ça a sans doute fait ressortir l'aspect plus qualitatif, j'allais dire, sinon plus culturel, de Vivement Dimanche. C'est-à-dire que jamais on nous a mis, jamais la différence, la frontière a été aussi nette entre ce que je fais maintenant et ce que je faisais avant. C'est-à-dire on regarde plus mes émissions comme des émissions de variété classique. Mais ça a mis des années. Et ça a été un grand challenge. Parce que j'aurais pu être débarqué en route, hein. J'aurais pu mourir sur l'hôtel de l'audimat. Hein. Moi j'ai connu, sur 38 ans de télévision, j'ai connu 25 ans de paix, qui était l'ORTF, et puis 18 ans d'angoisse, ça fait 18 ans, depuis que la privatisation de TF1 est arrivée, depuis la 5e, qu'on vit, moins maintenant, moi, avec l'épée de Damoclès de monsieur Audimat et madame la ménagère de moins de 50 ans au-dessus de la tête, quand même. Pour Star 90, vous étiez angoissé à chaque numéro? Ouais. Mais c'est vrai que je suis content d'être encore là, comme je suis content que Foucault soit encore là, comme je suis content que Gildas soit encore là, comme je suis content que Gildas soit, que Bouvard soit encore là, je suis content que Tchana soit encore là, je suis content que tous ces gens-là soient toujours là, même Poivre, qui n'est plus considéré comme un jeune, parce que il était temps qu'on arrête un peu de faire du racisme de l'âge et du jeunisme à tout prix. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Moi, il y a des jeunes, les gens qui viennent voir mes émissions, il y a aussi des jeunes. Vous êtes branché chez les jeunes et ça vous fait plaisir? Branché, non. Mais quand je reçois Jean Reno, quand je reçois Michel Blanc, ou quand je reçois Bruel, les jeunes regardent mon émission. Et s'il en reste quelques-uns qui regardent aussi Bernard-Henri Lévy et François Giroud, tant mieux. Mais je cours pas après les jeunes. C'est ridicule. À 60 ans, faire du jeunisme, c'est ridicule. Votre famille est fière de vous? Votre épouse est fière de vous? Elle est surtout toujours très inquiète parce que quand elle me voit partir le jour de l'émission, elle sait très bien que je suis angoissé. Même aujourd'hui encore? Ah oui, parce qu'on passe la barre de plus en plus haut, attention. Moi, quand j'ai reçu François Giroud, quand j'ai reçu Balladur, quand j'ai reçu Giscard, quand j'ai reçu Madame Chirac, que j'allais voir Madame Clinton, quand j'ai reçu des gens comme Bernard-Henri Lévy ou Philippe Labro, c'est des missions très pointues, ce sont des gens avec qui on ne peut pas se permettre de ne pas être au niveau. Car ce sont des vrais challenges, quoi. À chaque fois, on place la barre de plus en plus haut. Là, on va recevoir des gens comme Fanny Ardant, comme Carole Bouquet, qui ne sont pas des gens qu'on voit beaucoup à la télé. C'est ça le problème. Qu'est-ce que vous aimez chez la gente féminine en tant qu'homme? Qu'est-ce que vous appréciez, vous qui avez côtoyé les plus belles actrices, chanteuses? Moi, je préfère le charme à ce qu'on appelle la beauté plastique spectaculaire. J'aime les femmes qui ont de l'humour, j'aime les femmes qui ne se prennent pas au sérieux, j'aime les femmes qui assument leur âge, et j'ai plutôt dans mon entourage beaucoup de femmes. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé travailler avec les femmes. Il y en a toutes les générations sont présentées. Sur la dizaine de personnes qui travaillent avec moi, il y a 7 ou 8 femmes. Françoise Coquet, évidemment, étant la maîtresse femme de ma génération, puisqu'on est jumeaux, on est nés le même jour. Elle veille avec beaucoup d'efficacité et de vigilance sur ma carrière et sur mes émissions. Et j'ai une femme, Dany, qui est là, au-dessus de moi, quand elle était actrice, qui connaît bien ce métier, qui en connaît les dangers, puisqu'elle l'a fait également. J'ai également une fille que j'ai élevée, qui est Stéphanie, que vous voyez là en photo avec sa maman blonde, qui est une très grande décoratrice. J'ai connu, elle avait 5 ans, et la petite fille que vous voyez là, c'est ma petite fille, qui a l'âge qu'avait sa maman quand je l'ai élevée, quand je l'ai rencontrée. Vous avez été quel genre de père? Moi, j'étais présent, il faudrait lui poser la question, mais j'étais là, elle m'a vu tous les soirs, puisque j'ai, bizarrement aussi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'arrive à voir tous les films, toutes les pièces, lire en grande partie les livres, sans avoir une vie nocturne. Je vois les pièces en répétition, je vois les spectacles et je m'en vais juste quand je vais voir un spectacle, je vais voir le copain chanteur avant ou à l'entracte, je sais exactement quelle est la chanson de fin, je pars à 1 minute de la chanson de fin et je gagne 1 heure et je suis chez moi à 11h30, je mange et je me couche car le matin je vais à la piscine. D'accord. Et puis juste, je prépare un article sur Il était une fois, le groupe Il était une fois, et donc Joël, j'aimerais que vous me parliez. Oh bah c'était Joël. C'était marrant, je voyais l'autre jour la rediffusion d'un spécial d'Assin, on la voyait beaucoup. Ben, Joël, c'était un groupe d'une très grande efficacité. Elle aurait fait une magnifique carrière, elle aurait été actrice aussi. Elle avait tout pour elle. Tout pour elle, et elle nous manque beaucoup, Joël. Moi, j'ai des bons souvenirs avec eux.
avec les Carpentiers aussi. Vous avez appris qu'elle allait mal ces dernières années de sa vie? Je n'ai pas vu beaucoup de sa vie, mais je savais qu'elle ne buvait pas que de l'eau. C'était la première, hein, une des premières qui a été fauchée par la drogue. Mais c'était une grande tristesse. C'est un très bon souvenir. Elle a fait une carrière incroyable. Elle a fait une carrière en solo et elle a été sans doute actrice. Très bien. Moi, je vous remercie.